Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal de ce soir, édition 22 heures. Les titres de ce soir. Aux nouvelles à présent dans l'actualité à la une de ce journal, le ministre de l'Éducation nationale a participé à la conférence internationale sur la langue chinoise. Aux nouvelles mondiales, au Moyen-Orient, au moins 72 Palestiniens tués dans une frappe israélienne à Gaza. Les détails dans ce journal de 22 heures. Le journal au complet à présent, mesdames et messieurs, sous la présidence de son Excellence M. Dileita Mohamed Dileita, président de l'Assemblée nationale, la conférence des présidents s'est réunie ce lundi 18 novembre 2024 en vue de fixer et entériner la transmission de textes en instance pour examen en commission permanente. Lors de cette conférence relative à la transmission des textes en instance aux commissions permanentes, le gouvernement était représenté par le Premier ministre, son Excellence M. Abdelkader Kamel Mohamed, du ministre de la Défense chargé de relations avec le Parlement, son Excellence M. Hassan Omar Mohamed, était également présent du côté parlementaire, la première et les deuxièmes vice-présidents du Parlement, les présidents des commissions permanentes ainsi que la rapporteuse générale du budget. Cette réunion a été consacrée à la transmission de 15 projets de loi aux commissions permanentes en vue d'une analyse approfondie. Le président de l'Assemblée nationale a salué l'effort considérable consenti dernièrement par le gouvernement qui a permis de traiter et d'examiner les comptes financiers des années antérieures, et il a rappelé que le mérite de cet aboutissement revient grandement aux orientations du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. Après consultation et discussion, la conférence des présidents a approuvé le calendrier des prochaines activités législatives. Le Premier ministre, son Excellence M. Abdelkader Kamel Mohamed, a reçu aujourd'hui une délégation de la société AMSPEC, représentant des investisseurs suisses et français en vue d'explorer des opportunités de financement de projets à fort impact environnemental et en faveur de la souveraineté alimentaire, en présence du ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Mohamed Abdelkader Moussa Halem. Cette rencontre s'inscrit dans les efforts du gouvernement pour promouvoir des initiatives en matière de restauration écologique et de sécurité alimentaire durable. À cette occasion, plusieurs projets stratégiques ont été présentés, notamment la restauration des mangroves de Djibouti, des projets de souveraineté alimentaire, la production maraîchère en collaboration avec l'Université de Djibouti et les communautés locales, incluant la remise en état des pépinières de la présidence d'Art, le projet de production locale de farine alimentaire infantile destiné à répondre aux besoins des programmes humanitaires et alimentaires tels que ceux du programme alimentaire mondial. Le Premier ministre a réaffirmé les priorités stratégiques du gouvernement en déclarant la restauration de la biodiversité et la souveraineté alimentaire, qui sont des piliers de notre vision du développement durable. Et je cite, il a également indiqué, je cite, « Nous soutenons pleinement toute initiative contribuant à ces projets et avons l'ambition de faire de Djibouti un modèle régional en matière de projets sociaux et environnementaux. » Il a également salué la coopération étroite entre la société de conservation d'art SCA, les ministères concernés et les communautés locales pour la mise en œuvre de ces projets. Les représentants d'AMSPEC ont exprimé leur intérêt pour un partenariat solide, soulignant l'importance du soutien institutionnel dans leurs décisions d'investissement. Cette rencontre marque une étape importante de la mobilisation de financements internationaux pour des initiatives alignées sur les priorités nationales et les objectifs du développement durable. Nécrologie de ce journal à présent, c'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Ahmedine Farah après une vie consacrée à la radio et à la télévision de Djibouti pendant plus de 4 décennies. Feu Ahmedine Farah a été un pilier discret et infatigable de l'audiovisuel national, contribuant par son expertise et son engagement à l'essor de ce secteur essentiel à la vie sociale et culturelle de notre pays. Ahmedine Farah s'est distingué par son humilité, sa rigueur professionnelle et son sens du service. Son travail a marqué des générations djiboutiens. Au-delà de ses compétences techniques et de son professionnalisme, M. Ahmedine Farah était un homme de valeur respecté de ses collègues et apprécié pour son esprit de collaboration. Il savait allier travail rigoureux et bienfaisance, offrant conseil et soutien à ceux qui débutaient dans le métier tout en restant humble et toujours disponible. Sa disparition laisse un vide dans le monde de l'audiovisuel à Djibouti, mais son héritage perdurera à travers ses nombreuses contributions et notamment les films qu'il a réalisés et distingués. Sa famille, ses amis, ses collègues ainsi que toute la communauté médiatique se souviendront de lui comme un homme humble, engagé et dévoué qui a su marquer de son empreinte l'histoire de la radio et de la télévision
télévision de Djibouti. En apprenant cette triste disparition, le Premier ministre, son Excellence M. Abdelkader Kamel Mohamed, le ministre de la Communication, son Excellence M. Redouane Abdoulaye Badon, le directeur général de la RTD, M. Aden Abdi Jama, et l'ensemble du personnel de la RTD adressent leurs sincères condoléances à sa famille et à ses proches dans cette épreuve difficile. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Actualité mentionnée dans les titres à présent, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, son Excellence M. Mostafa Mohamed Mahamoud, a entrepris une visite officielle en Chine le mercredi 13 novembre. Le reportage avec May. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mostafa Mohamed Mahamoud, a entrepris une visite officielle en Chine ce mercredi 13 novembre. Cette mission, à laquelle ont également pris part de hauts responsables de son ministère, M. Mohamed Abdi Ghedi, conseiller technique en charge de la communication, et Mme Ron Saïd Haji Ismail, conseillère technique et directrice de l'Institut Confucius de Djibouti, s'inscrit dans un effort continu pour renforcer les relations bilatérales en matière d'éducation et de coopération linguistique entre Djibouti et la Chine. À cette occasion, le ministre a participé à la cérémonie d'ouverture de la conférence internationale sur la langue chinoise, un événement de grande envergure placé sous le thème interconnexion, intégration, héritage et innovation. Cette importante conférence internationale présidée par le vice-président de la République populaire de Chine a réuni plus de 2000 participants ici des 160 pays, parmi lesquels des ministres, des ambassadeurs, des universitaires et des experts. En témoignage de l'importance de cet événement, le président chinois, dans une lettre de félicitations envoyée à la conférence mondiale, a salué l'Institut pour le 20e anniversaire de sa création et a souligné que la langue chinoise constitue un produit culturel public important que la Chine a offert au monde. Ces messages, lus au cours de la conférence, a renforcé la dimension symbolique de cet événement international. Invité d'honneur de cette cérémonie, le ministre Mostafa Mohamed Mahamoud a prononcé un discours inaugural dans lequel il a exprimé ses sincères remerciements pour l'organisation exemplaire de cet événement et pour l'accueil chaleureux des autorités chinoises. Dans son intervention, le ministre a également félicité les autorités chinoises pour leur rôle central dans la diffusion de la langue et de la culture chinoise à travers le monde, notamment grâce aux instituts. Il a exprimé sa gratitude envers le ministère de l'Éducation de la Chine, le Centre d'éducation et de la coopération linguistique de la Chine, la Fondation de l'enseignement international du chinois et l'Université normale pour leur appui technique et logistique dans la création de l'Institut de Djibouti. Ces projets éducatifs répondent à l'ambition de mieux préparer la jeunesse djiboutienne aux exigences d'un monde interconnecté tout en renforçant les échanges économiques et culturels avec la Chine. برمتخيا هوغان شاهيلولي بلانتيسا اوفشي هيلولي وزير كاني بحنا شاهيلولي ارساريكو بيجي هيلولي وغبا ايدالي شاهيلولي اهي سو افجريبا بري لابو حسايا. Invité d'honneur de cette cérémonie, le ministre Mostafa Mohamed Mahamoud a prononcé un discours inaugural dans lequel il a exprimé ses sincères remerciements pour l'organisation exemplaire de cet événement et pour l'accueil chaleureux des autorités chinoises. Pour moi, un grand honneur et une immense joie de prendre part pour la seconde année consécutive à la conférence mondiale sur la langue chinoise. Je suis toujours ébloui par la beauté de ces grands pays riches en histoire et en culture et par l'hospitalité de son peuple. Je tiens à féliciter chaleureusement les autorités chinoises pour la parfaite organisation de la conférence mondiale sur la langue chinoise 2024. J'exprime également mes meilleurs vœux au 20e anniversaire de l'Institut Confucius. Mesdames et messieurs, la Chine et Djibouti entretiennent des relations diplomatiques depuis 45 ans, marquées par une confiance mutuelle et une coopération fructueuse. Cependant, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle de la République de Djibouti a introduit les Chinois dans son offre éducative
que seulement depuis septembre 2022 par le biais de l'Institut Confucius de Djibouti. Une première pour notre système éducatif et une étape décisive pour l'enseignement du chinois. Depuis, le nombre d'apprenants de la langue chinoise a triplé en l'espace seulement de 2 années. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et moi-même appuyons bien sûr l'apprentissage de la langue chinoise dans mon pays. En tant que nœud important de l'initiative Une ceinture, une route, Djibouti mènera une coopération plus approfondie, plus étendue dans le domaine de l'éducation grâce aux efforts conjoints de nos 2 pays. Je réitère ici mes vifs remerciements au ministère de l'Éducation nationale de la République populaire de Chine, mais également au Centre d'éducation et de coopération linguistique de Chine pour l'organisation parfaite de ces grands événements et pour le soutien au développement de l'enseignement de la langue chinoise à Djibouti. Mes remerciements s'adressent également à la Fondation de l'enseignement international du chinois et à l'Université normale de Sichuan pour leur appui technique et à l'installation de l'Institut Confucius de Djibouti. Toujours en Chine, le 16 novembre 2024, dans le cadre de sa visite officielle en Chine, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, accompagné de M. Mohamed Abdi Ghedi, conseiller technique en charge de la communication, et de Mme Roun Saïd Hadj Ismail, conseillère technique et directrice de l'Institut Confucius de Djibouti, a pris part à une session de partage d'expériences sur le développement et l'adaptation locale de l'enseignement international du chinois. Les détails avec Maë. Lors de sa visite officielle en Chine, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mustafa Mohamed Mahmoud, accompagné de M. Mohamed Abdi Ghedi, conseiller technique en charge de la communication, et de Mme Roun Saïd Hadj Ismail, conseillère technique et directrice de l'Institut, a pris part à une session de partage d'expériences sur le développement et l'adaptation locale de l'enseignement international du chinois. Cet événement, qui s'est tenu à Pékin dans le cadre de la conférence internationale sur la langue chinoise, a mis en lumière les efforts significatifs du gouvernement djiboutien pour intégrer la langue chinoise dans son système éducatif national. En effet, depuis 2022, la langue chinoise est enseignée dans le lycée djiboutien et intégrée aux emplois du temps scolaire. Cette initiative ambitieuse reflète l'engagement du MEFOP à offrir à ses élèves des compétences linguistiques diversifiées en phase avec les exigences d'un monde globalisé. Le nombre d'élèves apprenant le chinois a triplé en seulement 10 ans, passant de 545 à 1776, illustrant l'intérêt croissant pour cette langue parmi la jeunesse djiboutienne. Et en marge de la conférence, le ministre a également pris part à la célébration du 20e anniversaire de l'institution clé pour la promotion de la langue chinoise à l'échelle internationale. À Djibouti, l'Institut joue un rôle actif en proposant des cours de chinois à divers publics, notamment aux élèves, aux fonctionnaires et aux professionnels. Cette initiative s'avère particulièrement pertinente dans un contexte où la Chine est le premier partenaire économique de Djibouti, avec des investissements massifs dans des infrastructures stratégiques telles que le port, le chemin de fer et les télécommunications. Lors de cette session, le ministre a souligné l'importance de pérenniser ces programmes de formation d'une équipe enseignante nationale. Actuellement, l'enseignement de la langue chinoise est assuré par des enseignants chinois dont le travail et le dévouement ont été salués. Cependant, le ministère prévoit de former des enseignants djiboutiens afin de garantir l'autonomie éducative du pays et d'assurer la continuité du programme. Cette démarche stratégique permettra de construire un réseau d'enseignants locaux capables de transmettre la langue et la culture chinoise tout en tenant compte de réalités socioculturelles djiboutiennes. Le ministre Mustafa Mohamed Mahmoud a cette fois-ci réaffirmé son engagement envers une éducation inclusive et de qualité tournée vers le monde. Mesdames et messieurs, Djibouti, terre d'échanges et de rencontres, havre de paix, situé à un carrefour stratégique entre l'Afrique et l'Asie, conscient des dynamiques mondiales où l'interconnexion est au cœur de nos sociétés, reconnaît l'importance stratégique de maîtriser la langue chinoise, qui s'inscrit comme un pont essentiel vers des échanges culturels, économiques et éducatifs. L'évolution du nombre d'apprenants de la langue chinoise dans mon pays illustre un engouement palpable. En 2 ans seulement, grâce aux efforts et à l'expertise de l'Institut Confucius de Djibouti,
Le nombre d'apprenants a triplé, signe d'un intérêt croissant pour le chinois parmi notre jeunesse. Ces chiffres est aussi le reflet de la volonté de notre gouvernement et de notre population d'établir des liens plus étroits avec la Chine et d'accéder aux opportunités qu'offre cette connaissance. Par ailleurs, pour l'instant, la langue chinoise est enseignée principalement dans la capitale. Afin donc de démocratiser l'accès à cet apprentissage, nous envisageons d'élargir notre champ d'action en offrant des centres également de formation et donc d'apprentissage dans les régions de l'intérieur. Mesdames et messieurs, l'enseignement du chinois représente une véritable opportunité pour la jeunesse djiboutienne. L'apprentissage de cette langue ouvre de nouvelles perspectives pour nos jeunes désireux de poursuivre leurs études supérieures en Chine, où ils pourront se former dans des universités de renommée et acquérir des compétences de pointe. La délégation de Rabat, toujours conduite par la maire de la ville de Rabat, accompagnée du maire de Djibouti-Ville, s'est rendue à l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD, pour une visite marquante. Le reportage avec Fardouz. La délégation de Rabat, accompagnée du maire de Djibouti, s'est rendue à l'Union nationale des femmes djiboutiennes pour une visite marquante visant à renforcer les relations de coopération et d'échange sur les initiatives en faveur de l'autonomisation des femmes. Au cours de cette rencontre, la délégation a eu l'honneur de s'entretenir avec la secrétaire générale de l'UNFD en présence du ministre de la Femme et de la Famille, des responsables et des élus locaux. Objectif de cette visite est non seulement de reconnaître le rôle fondamental des femmes dans le développement socio-économique du pays, mais également de consolider les efforts bilatéraux pour renforcer et favoriser une société plus inclusive et équitable. Les membres de la délégation de Rabat, dirigée par le maire, ont unanimement salué l'action de l'UNFD en tant que pilier de lutte pour l'égalité des genres et le progrès social. Ils ont également exprimé leur volonté de partager des bonnes pratiques de développement, des projets conjoints visant à multiplier les efforts pour les femmes en renforçant leur participation active dans tous les secteurs. L'Union nationale des femmes djiboutiennes a été créée 2 mois avant notre accession à la dépendance par des militantes femmes djiboutiennes qui, le 30 avril 1977, ont eu l'idée de créer cette institution, ce foyer pour les femmes, et avec leurs propres moyens, et c'est elles qui ont construit ce foyer. C'est des femmes militantes, elles ont combattu à côté des hommes pour avoir l'accession à notre indépendance qu'on a eu 2 mois plus tard, le 27 juin 1977. Donc vous pouvez voir, et tout de suite, cette institution a eu l'honneur d'être présidée par l'ancienne première dame, Feu Acha Bokoré. Et elle a eu le privilège d'être à chaque fois présidée par la première dame du pays, et c'est un honneur pour toutes les femmes djiboutiennes. Les missions qui lui sont attribuées, c'est l'autonomisation, bien sûr, de la femme djiboutienne en tant qu'actrice à part entière au développement socio-économique du pays, pour que les femmes puissent être à la hauteur et puissent suivre le développement de leur pays. Pour sa part, la maire de la ville de Rabat a salué l'action de l'UNFD. On écoute ses dires. Plaisir et honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui à l'occasion de cette rencontre importante dans le cadre de ma visite officielle à Djibouti. Je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement l'Union nationale des femmes djiboutiennes pour l'accueil et pour la convivialité. Votre engagement en faveur des droits de la femme et leur autonomisation est admirable, mesdames. Donc permettez-moi de commencer par évoquer un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la question de l'aménagement urbain et son impact sur les communautés locales, en particulier sur les femmes et les enfants. Et donc, en tant que femmes leaders, nous savons toutes à quel point l'aménagement urbain de nos villes et de nos quartiers influence le quotidien des citoyens, en particulier celui des femmes. Donc, effectivement, l'accès à des infrastructures modernes, à des espaces sûrs, verts et accessibles, à des logements décents et à des services de santé et d'éducation
est vraiment primordial pour garantir l'égalité des chances et améliorer le bien-être des familles. Il est essentiel que ces projets de développement soient conçus en tenant compte des besoins spécifiques des femmes et des enfants, bien entendu. Et je suis convaincue que cette approche est partagée par les autorités djiboutiennes. Je voudrais également profiter de cette occasion pour évoquer avec pertinence un modèle de leadership qui nous inspire profondément. La ministre Mona Ousmane Aden a exprimé son souhait d'une collaboration sur des projets conjoints. Que nous faisons, on le fait de façon synergique entre le gouvernement, le Parlement et la société civile. Et quand je dis société civile, je parle également des élus communaux qui sont aussi nos bras armés et l'extension au niveau des communautés de proximité. La représentativité des femmes au niveau des élus locaux est quand même aussi au-delà de 33%. Alhamdulillah, aux dernières élections, nous avons pu aboutir à ça. Donc vraiment, je vous remercie d'être venus, de la collaboration entre les deux pays frères, Maroc et Djibouti, pour lequel on a une longue histoire de collaboration et surtout de développement et surtout des similitudes dans les actions et les activités. Donc on espère que vous allez avoir un séjour fructueux durant votre période ici et vous revoir rapidement à Djibouti pour qu'on puisse vous montrer encore plus et vraiment partager de belles choses. Donc vraiment, je n'ai pas grand-chose à rajouter, sauf que vous dire bienvenue et encore une fois, félicitations à la collectivité. Autre actualité de ce journal, l'Office djiboutien de développement de l'énergie géothermique, ODEG, a eu l'honneur d'accueillir l'ambassadrice des États-Unis, Cynthia Kersh. Cette visite officielle marquant une étape clé dans le renforcement des capacités scientifiques et technologiques de l'Office. Cet événement a mis en lumière les efforts conjoints pour améliorer les compétences, l'infrastructure et les capacités techniques de l'ODEG, en particulier dans les domaines de l'énergie géothermique et des technologies de laboratoire. Dans le cadre de ces efforts pour renforcer ses capacités techniques et optimiser la gestion de ses projets géothermiques et miniers, l'ODEG a récemment acquis de nouveaux équipements de pointe, notamment un analyseur de fluorescents, des équipements sismiques avancés et un séparateur haute performance. Ces technologies jouent un rôle clé dans l'amélioration des analyses et des opérations sur le terrain, en offrant des solutions précises et efficaces pour explorer les ressources géologiques et optimiser le processus de production. La fluorescence permet d'analyser la composition élémentaire des roches, ce qui aide à identifier les minéraux et à explorer les ressources géologiques. Les équipements sismiques cartographient les structures souterraines en interprétant les ondes sonores, ce qui est essentiel pour localiser des réservoirs géothermiques ou des gisements miniers. Enfin, un séparateur qui est utilisé pour séparer la vapeur de l'eau dans les centrales géothermiques ou pour trier les phases minérales dans l'exploitation minière, optimisant ainsi les processus d'extraction et de production. Ces équipements nouvellement acquis apportent des avantages considérables à l'ODEG, tant sur le plan de la gestion des projets que sur celui de l'efficacité des processus, en permettant une analyse rapide et précise de la composition des roches. L'analyseur XRF aide à identifier les minéraux présents, facilitant ainsi l'exploration des ressources. La capacité à réaliser ces analyses localement permet à l'ODEG de mieux comprendre la nature des réservoirs géothermiques à des gisements miniers, contribuant à une planification plus précise des projets et à une prise de décision éclairée. Les équipements sismiques, quant à eux, sont essentiels pour cartographier les structures souterraines en interprétant les ondes sonores afin de localiser les réservoirs géothermiques ou d'analyser les gisements miniers. Le séparateur est un autre équipement stratégique particulier dans les centrales géothermiques qui permet de séparer efficacement la vapeur de l'eau, une étape cruciale dans le processus. Le directeur général a discuté avec l'ambassadrice d'éventuels avantages sur l'acquisition de ces équipements qui représentent un gain substantiel en termes de réduction des coûts et du temps. Traditionnellement, l'ODEG devait envoyer ses échantillons à l'étranger pour réaliser des analyses, ce qui entraînait des frais supplémentaires et des délais considérables. Grâce à l'analyseur et ses autres équipements, l'ODEG pourra désormais effectuer ses propres analyses directement sur site, réduisant ainsi la dépendance vis-à-vis des prestataires externes. La salle de conférence du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale a accueilli ce matin l'atelier du lancement du processus de révision du programme d'action national du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Le reportage avec May.
Les mécanismes africains d'évaluation par le père de Djibouti a organisé ce matin un atelier crucial de lancement du processus de révision du programme d'action nationale. L'atelier s'est tenu dans la salle de réunion du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale et a réuni de responsables gouvernementaux, des acteurs de la société civile ainsi que de partenaires techniques et financiers. L'événement a été ouvert par l'ambassadeur Moussa Mohamed Omar, représentant du ministère, point focal du ministère des Affaires étrangères à Djibouti, en présence du président coordinateur du ministère des Affaires étrangères, Hamid Mohamed Adan, et de la conseillère juridique du président. L'atelier a permis de faire le point sur le progrès réalisé dans la mise en œuvre du programme d'action nationale, tout en identifiant le nouveau défi et les priorités à intégrer pour la période à venir. Parmi les thèmes abordés figurent la gestion des ressources naturelles, la gouvernance, la résilience climatique, ainsi que la promotion de la justice sociale et du développement économique inclusif. Le président du coordinateur du ministère des Affaires étrangères, Hamid Mohamed Adan, il a insisté sur l'importance de la révision du programme national comme un levier pour améliorer les politiques nationales et de renforcer la résilience du pays face aux défis socio-économiques et environnementaux. Nous sommes réunis ce matin pour le lancement de la révision du programme national d'action, qui est annexé au rapport d'évaluation pays. Ce rapport auquel le pays avait été évalué en 2015, qui concerne les 4 domaines généraux du MAEP, à savoir la démocratie et gouvernance politique, la gouvernance et gestion économique, la gouvernance d'entreprise, le développement socio-économique, à large assise. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de sortir d'élaborer un rapport des progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme national d'action du MAEP. Et nous avons des commissaires thématiques des Djiboutiens, des experts djiboutiens, qui pilotent chaque domaine du MAEP. Et à l'issue de cette rencontre, nous avons convié à cette rencontre les parties prenantes djiboutiens qui sont concernés, qui ont une responsabilité dans l'exécution des actions prioritaires qui sont inscrites dans le programme national d'action. Et aujourd'hui, c'est une rencontre d'information et d'échange pour que par la suite, nos équipes, nos experts puissent faire leur travail dans chaque domaine et établir également un rapport respectif de leur domaine d'intervention. Dans son allocution à cette occasion, l'ambassadeur Moussa Mohamed Omar, également représentant du ministère des Affaires étrangères, a souligné l'importance de cette révision pour renforcer la gouvernance et améliorer les politiques publiques dans le pays. Comme vous le savez, le MAEP est un instrument d'auto-évaluation de la bonne gouvernance auquel adhèrent volontairement les États membres de l'Union africaine. C'est un instrument par excellence de la bonne gouvernance au niveau du continent africain. À ce jour, 44 pays y adhèrent et ce mécanisme a été créé en 2003. Notre pays a adhéré à ce mécanisme en 2007, marquant ainsi la volonté du pays de contribuer à l'amélioration des pratiques de bonne gouvernance à Djibouti. En 2018, le président de la République a pris des mesures concrètes en installant les structures nationales de pilotage. C'est ainsi que notre pays a pu produire un premier rapport d'auto-évaluation et a accueilli 2 missions d'évaluation externe. La première mission, qu'on appelle évaluation classique, portait sur les grandes thématiques du MAEP que vous connaissez, la gouvernance politique, la gouvernance d'entreprise, la gouvernance économique et la gouvernance socio-économique. Cet atelier de lancement que nous réunissons aujourd'hui est une étape importante vers l'élaboration du rapport d'étape qui est attendu de Djibouti. Ces rapports devaient se faire il y a quelques années, mais comme je viens de le dire tantôt, ça n'a pas été possible. Donc c'est un travail qui vous attend, qui attend la commission. L'implication de tout un chacun est indispensable pour assurer le succès de Djibouti dans ce processus du MAEP.
Aujourd'hui, à l'occasion de la célébration de la journée africaine de la statistique, le directeur général de l'Institut national de la statistique, INSTAD, a fait une déclaration solennelle depuis son bureau, soulignant l'importance des statistiques pour le développement socio-économique du continent africain. La journée africaine de la statistique, célébrée chaque année le 18 novembre, est une occasion de mettre en lumière le rôle essentiel des données statistiques dans la prise de décisions éclairées et dans la mise en œuvre de politiques publiques efficaces. En 2024, le thème de cette journée est « Transformant les données en action pour un développement durable en Afrique ». En ce jour unique dédié à la célébration de la journée africaine de la statistique, nous nous réunissons pour rendre hommage au rôle essentiel des statistiques dans le développement de nos nations et de notre continent. Les statistiques, loin de se limiter à des chiffres, représentent des outils puissants qui éclairent des décisions, orientent les politiques publiques et jettent les bases d'un avenir prospère et inclusif. À Djibouti, cette vision s'inscrit dans la stratégie globale portée par son Excellence le Président de la République. Sa volonté de construire un pays basé sur les données fiables et pertinentes reflète son engagement à prendre des décisions éclairées et à formuler des politiques publiques adaptées aux besoins réels de la population. Ce leadership clair et cette vision ambitieuse guident les efforts de toutes les institutions nationales, y compris l'Institut de la statistique. Dans ces dynamiques, les ministres de l'économie et des finances chargés de l'industrie jouent un rôle central en veillant à ce que les politiques gouvernementales, notamment dans les domaines économiques, reposent sur des données solides et actualisées. Grâce à son appui et à celui du gouvernement, des initiatives stratégiques ont été déployées pour renforcer la production, l'analyse et l'utilisation des données statistiques. Permettez-moi de mettre en lumière l'apport de l'Institut de la statistique de Djibouti, qui occupe une place centrale non seulement sur le plan national, mais également comme acteur influent dans la région francophone et sur l'ensemble du continent africain. L'Institut de la statistique de Djibouti s'est imposé au fil des années comme un modèle de leadership, d'innovation et de collaboration. Il est reconnu par son engagement constant à fournir des données de qualité, fiables et exploitables, qui servent de socle à la planification stratégique et à la prise de décisions éclairées. En ces jours dédiés à la statistique, il est essentiel de rappeler que les données sont un bien collectif, un pilier indispensable pour la gouvernance, la transparence et l'efficacité des politiques publiques. Les statistiques ne sont pas l'affaire d'une seule institution, mais nécessitent une collaboration étroite entre le gouvernement, les chercheurs, les entreprises, la société civile et les citoyens. La Commission nationale des droits de l'homme, la CNDH, dirigée par son président, M. Ali Soubani Até, a effectué une visite officielle à la prison de Gabod. La délégation a été chaleureusement accueillie par le directeur général de l'établissement pénitentiaire, marquant ainsi une initiative importante pour s'imprégner des conditions de détention et du fonctionnement global de la prison. En premier lieu, la délégation a rencontré le directeur général du centre pénitentiaire pour discuter des différentes réalisations déjà accomplies et de projets actuellement en cours. Cette réunion a permis d'évaluer les avancées réalisées, de souligner des efforts déployés et d'identifier les priorités à venir pour améliorer encore davantage le fonctionnement de l'établissement. Les échanges ont mis en lumière les défis rencontrés ainsi que les solutions envisagées pour les surmonter. Ensuite, les membres de la commission ont parcouru les différents locaux du centre, y compris les espaces de loisirs, les installations sanitaires et les zones réservées aux activités éducatives et professionnelles. L'objectif de cette visite était d'évaluer les conditions de vie des détenus, de mieux comprendre leurs besoins et d'examiner la conformité des pratiques et de l'établissement avec les normes nationales en matière de droits de l'homme. La visite annuelle organisée par la Commission nationale des droits de l'homme, la CNDH, dans les prisons vise à évaluer les conditions de détention et le respect des droits fondamentaux des prisonniers. Direction PK12 où dans le cadre de la Semaine nationale de l'enfant, le ministère de la Femme, de la Famille à travers la direction de la famille a organisé des séances de sensibilisation et d'information pour les élèves du lycée de PK12. Le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec l'UNFD, la justice,
la santé, la gendarmerie, la police et la NCI. Des séances de sensibilisation qui ont été animées respectivement par la directrice de la famille, Mme Fawzia Al-Ousmane, et la participation de la directrice de l'enseignement, Mme Loula Ali. Cette initiative vise à promouvoir les droits des enfants, leur bien-être et leur épanouissement tout en sensibilisant les élèves aux défis qui concernent leur génération. La séance a abordé plusieurs thématiques importantes, notamment les droits fondamentaux de l'enfant, l'importance de l'éducation et de la protection également, mais aussi la lutte contre les abus et la violence et les moyens de renforcer l'engagement des jeunes dans la société. L'objectif principal de cette sensibilisation était d'informer les élèves sur la protection de l'enfant qui subissent les enfants et le rôle important joué par la plateforme dans la protection de l'enfance. Au cours de ces sensibilisations, les différents responsables qui sont aussi membres de la plateforme de la protection de l'enfance ont mis en exergue la violence faite aux enfants sous toutes ses formes en mettant l'accent sur les dangers de l'Internet qui connaît une hausse fulgurante ces derniers temps. Météo à présent, les pluies de saison octobre, novembre, décembre ont réapparu tôt ce matin dans la capitale et certaines régions. Si les précipitations ont laissé quelques flaques d'eau sur les artères principales, c'est dans la commune de Balbala et le secteur de l'aéroport que les pluies ont été intenses. La capitale Djibouti-Ville et Balbala ont reçu 18 mm de précipitations. Les régions ont aussi bénéficié de précipitations avec 17 mm à Demerjok, Chebele et Pékavin, 5 et 6 mm. Dans la région des Tadjoura, les pluies de saison ont touché la ville de Randa avec 5 mm et Sagalou sur le littoral, 24 mm. Ces précipitations sont tombées en altitude dans les zones reculées. Sur la capitale, les risques de pluie ne sont pas écartés. Donc, selon l'agence de la météorologie, la vigilance reste de mise partout. Aux nouvelles mondiales à présent, je vous le disais dans les titres, à Gaza, au moins 72 Palestiniens tués dans une frappe israélienne. Le reportage. 72 Palestiniens ont été tués. Des sources médicales indiquent qu'environ 72 personnes ont été abattues et plusieurs autres sont toujours coincées sous les décombres. Depuis le 5 octobre, Israël mène une opération terrestre à grande échelle dans le nord de Gaza, affirmant que son objectif est d'empêcher le Hamas de reprendre des forces dans la région. Cependant, les responsables palestiniens affirment que l'opération vise à dépeupler de force le nord de Gaza et à établir une zone tampon. L'attaque israélienne a déplacé la quasi-totalité de la population du territoire dans un contexte de blocus permanent qui a entraîné des graves pénuries de nourriture, d'eau potable et de médicaments. Israël fait également face à une affaire de génocide devant la CIJ, la Cour internationale de justice, pour sa guerre meurtrière contre Gaza. Au Liban, l'armée israélienne dit avoir frappé plus de 200 cibles en 36 heures. Le reportage, toujours avec Fardous. L'armée israélienne dit avoir frappé plus de 200 cibles en 36 heures. Au cours des dernières 36 heures, l'armée a notamment frappé Tyr, ville du sud-ouest du Liban, la banlieue sud de Beyrouth, à de multiples reprises, ainsi que le centre de la capitale libanaise, où elle a tué, selon une source de sécurité libanaise, le responsable média du Hezbollah, Mohamed Afif. Les écoles à Beyrouth et ses environs seront fermées aujourd'hui, lundi et mardi demain, a annoncé hier soir le ministère libanais de l'Éducation après 2 frappes israéliennes qui ont visé le cœur de la capitale à quelques heures d'intervalle. C'est tout pour ce journal de ce soir, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.